Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Sans conteste, l'Afrique est le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Le continent dispose, en veux-tu, en voilà, de l'or, du diamant, de l'uranium, du phosphore, du pétrole, du charbon, du coton, du cacao, du gaz, du coltan et j'en oublie. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. 80% de l'électricité produite en France provient de l'exploitation de l'uranium du Niger. L'Afrique représente 40% des réserves mondiales d'or, 30% des réserves mondiales de minerais et 12% des réserves de pétrole. L'Afrique reste pourtant le continent le plus pauvre. La moitié de la population d'Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur trois souffre de la faim chronique. Plusieurs raisons explique ce que l'économiste britannique Richard Otti a qualifié au début des années 90 de malédiction des ressources naturelles. Celles-ci sont exploitées en grande partie par des entreprises étrangères. Les ressources générées par l'exploitation des matières premières sur le continent font l'objet de malgouvernance et de corruption. Enfin, le yo-yo des prix des matières premières qui ne sont pas fixés par les pays producteurs africains, ce qui rend les économies du continent totalement dépendante des spasmes des places financières internationales. Comment l'Afrique peut-elle mieux négocier le prix de ses matières premières? Quel rôle les négociants peuvent-ils jouer dans ce sens pour conjurer la malédiction des matières premières? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Ernest Yakounté, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Benoît Tani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le patron du groupe Alliance Golf, une société de négoce et d'approvisionnement mondial des matières premières, c'est bien cela. Bien évidemment. Et vous êtes installé à Douala. Au Cameroun. Oui. Alors, depuis quand votre entreprise existe-t-elle? La version, déjà, oui. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver face à vous. Je vous en prie. Je dirais, la version que vous avez aujourd'hui du groupe Alliance Golf prend naissance à Dubaï en 2005. Après Dubaï, nous avons créé une version en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, nous étions au Ghana. Après le Ghana, nous étions au Togo. Ensuite, au Niger. Et étant camerounais, j'ai décidé de venir installer la version camerounaise au Cameroun, celle que vous avez en ce moment. Oui, allez-y. Je dirais que derrière le groupe Alliance Golf, nous avons plusieurs autres entreprises. Entre autres, nous avons Startup Anne, qui veut dire Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Nous avons Bit2Life, une entreprise spécialisée dans la fabrication de compléments ou des suppléments alimentaires. Nous avons Saveur du Sahel qui a été créé au Niger, tel que je l'ai dit, nous étions au Niger. Nous avons Comotron qui est le dernier né, parce que nous sommes rendus compte que dans le négoce des matières premières, la majorité des négociants africains allaient chercher des marchés sur des sites basés à l'extérieur, essentiellement en Chine, en Europe. Il n'y avait pas de site internet typiquement africain, et nous avons décidé de mettre sur pied Comotron, qui veut dire Commodity Trading Online. Et nous avons également un réseau téléphonique qui est Free Network. Voyez-vous, la casquette, elle est longue. Je ne pourrais pas tout énumérer sur votre plateau. Alors, c'est votre casquette surtout de négociant qui nous intéresse dans cette émission. Alors, comment définissez-vous votre activité de négociant? En fait, vous savez, avant de définir, il faut comprendre pourquoi les Africains ou bien le reste du monde connaît très peu de choses relativement au négoce. Sachez que le négoce des matières premières est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Et ça repose en quoi? L'achat ou bien la mise en contact entre les acheteurs et les vendeurs. Oui. C'est en gros le rôle du négociant. Oui. Et bon, je dirais que avec le temps, le négociant s'améliore et il arrive, quand il veut maximiser les bénéfices, il passe au sourcing ou bien d'autres vont jusqu'à acheter le produit et vont transformer et revendre. Oui. Ça, c'est pour multiplier les bénéfices. Mais de façon simple, oui, le négociant joue le rôle d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Est-ce que ce n'est pas une activité banale
de Bayam Selam que vous emballez dans un mot un peu savant, ou alors pour le rendre joli, que vous appelez négociant. Ce n'est pas une banale activité de Bayam Selam, Non. acheter et revendre. Oui. Vu sur cet angle, on se dira que c'est l'activité de Bayam Selam, acheter et revendre. Mais sauf que la Bayam Selam, je dis n'importe quoi, elle ira dans un marché de brousse, acheter, disons, des bananes plantains. Elle reviendra vendre sur le marché en ville. C'est une transaction très simple. Achat-vente. Sauf que le négociant, à un certain niveau, il peut déplacer un navire de marchandises sans avoir besoin de débourser le moindre centime. Et c'est en ce moment qu'il doit avoir des connaissances en matière de finances internationales. Oui. Il doit être en contact avec des banques. Il doit être capable de comprendre la logistique. Parce qu'il ne suffit pas de prendre une marchandise, il faut savoir les thèmes. Quel est l'outil nécessaire pour pouvoir déplacer cette marchandise? Donc, vous comprenez que le négociant est largement au-dessus de l'activité du Bayam Selam. Alors, je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous autres négociants ne profitez pas simplement de votre surface financière, de 2 ou 3 adresses à l'international pour aller vous enrichir sur le dos des producteurs locaux? Voyez-vous, si on laissait le producteur produire et aller sur le marché vendre, vous comprenez que l'économie ne bougera pas. À quel moment il finira de produire? À quel moment il finira du genre d'emballer? À quel moment il fera la logistique? Et à quel moment il aura sur le marché vendre? Il faut automatiquement des négociants pour que chacun puisse jouer son rôle. Oui. Je prenais un exemple avec vous. Allez-y. Si on faisait de vous, en même temps, le journaliste, l'éclairagiste, le caméraman, pensez-vous que vous allez tenir? Non, ce Vous serait ne compliqué. pourrez pas tenir. Oui. Chacun doit se jouer son rôle. Et dans cette activité, le négociant devient la pièce maîtresse parce que sans le négociant, le producteur ne peut pas écouler sa production. L'industriel ne pourra pas avoir accès à la matière première et les deux parties sont dans un besoin mutuel mais ne se connaissent pas. Le négociant est sur le terrain. Et il arrive des moments où le producteur n'a même pas d'argent. Il a besoin d'une subvention et c'est où le négociant intervient en allant vers les banques demander des subventions. Vice versa, en fait, je veux dire, du côté de l'acheteur ou bien du côté de l'industrie, il y a des moments où l'industrie n'a pas de financement et le négociant joue le rôle où il reviendra avec des financements. Il y a autant de choses. Donc, cela signifie que vous êtes un peu l'intermédiaire entre les producteurs et les industriels qui ont besoin des différents produits. Bien évidemment, nous sommes l'intermédiation et la pièce maîtresse. Alors, quelle garantie donnez-vous aux producteurs sur le prix qu'ils peuvent avoir, sur le gain qu'ils peuvent avoir? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens s'enrichissent alors que les producteurs, à la base, sur la plupart des produits, ne réussissent pas à véritablement vivre de ce qu'ils produisent. Ce que je vous dirais, Oui. c'est une question très pertinente parce que ici, il faut comprendre que le négociant ou l'activité de négoce est une activité économique. Oui. Chacun veut gagner de l'argent. Absolument. Si le producteur n'est pas assez futé ou assez protégé pour pouvoir vendre et sortir un bénéfice conséquent, vous n'en voudrez pas au négociant qui va se faire du bénéfice. Oui. Derrière, ce que je vous dirais, c'est quoi? Il y a des mécanismes. Ici, je vous parlerai dans le sens du négociant africain. Le négociant qui se soucie du producteur, qui se soucie de l'acheteur. Contrairement aux négociants qui viennent d'ailleurs, qui sont dans une dynamique capitaliste, je dirais chronique, ou bien d'une dynamique de capitalisme Pur. Pas pur, mais Féroce. féroce. Ouais. Non seulement féroce, mais de prédation. Dans une dynamique de capitalisme, de prédation. Dans leur dynamique, vous pouvez produire du moment où vous le vendez, même à perte. Ils vont créer des mécanismes pour vous maintenir dans une forme d'esclavage. Oui. Mais là, je ne fonctionnerai pas de la sorte parce que je me soucie bien évidemment de nos agriculteurs. Et c'est la raison, je pense que c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité sur ce plateau. Je ne viendrai pas
donner des stratégies pour enfoncer nos agriculteurs parce que je suis fils d'agriculteur. Oui. Et j'ai vu nos parents souffrir, mourir dans les plantations, mais ils ne parvenaient pas à vivre. Tout simplement parce que les négociants jouaient leur rôle, il faut le dire. C'est leur rôle de faire du profit. Et derrière, les agriculteurs n'avaient pas des accompagnements nécessaires. Ils n'avaient pas des outils pour les aider véritablement. Alors, vous parlez beaucoup d'agriculture. Quel est le champ des produits sur lesquels vous faites du négoce? Je ne fais pas uniquement de l'agriculture dans le négoce des matières premières. Oui. Et nous faisons dans presque... Nous avons un très grand réseau. On fait dans du pétrole, on fait dans du sucre, on fait dans du riz. Sur le plan africain, nous avons par exemple les produits comme le sésame, il y a le souchet qui est quelque chose de très recherché, mais malheureusement les gens ne connaissent pas. Non. On appelle en anglais tiger nut. Je recommande les gens de s'intéresser à ce secteur parce que c'est un très bon produit. Nous faisons également, je dirais quoi, le haricot, le maïs, et il y en a plusieurs. N'oubliez pas que nous avons un très grand réseau. Ce n'est pas moi qui le fais seul. Tout autour de nous, nous avons un grand réseau et chacun est spécialisé dans son domaine. Oui. Alors, quels sont les pays dans lesquels vous exercez? Le négociant... Est-ce que vous vendez uniquement entre les pays africains, entre le nord et le sud? Quel est votre réseau de vente? Le réseau du négociant, le négociant n'a pas un réseau limité. Oui. Le négociant est un acteur qui s'applique, qui se déploie sur le plan international. C'est-à-dire que, étant au Cameroun, il y a des transactions que nous pouvons faire entre l'Australie et l'Argentine, sans toutefois se déplacer. On a cette capacité. Comme pour dire que, où il y a de l'argent, nous nous dirigeons. Le marché africain n'est pas essentiellement un marché où nous nous focalisons, bien que c'est sur ce marché que nous développons beaucoup d'activités. Alors, en introduisant cette émission, vous l'avez entendu, Ernest Diakhounte, je parlais de l'Afrique qui a du mal à profiter pleinement de ses ressources naturelles. Ce sont plutôt les autres qui viennent récupérer ces ressources naturelles et s'en enrichissent. À quoi cela est-il dû, selon vous? Je vous dirais que le problème est beaucoup plus complexe qu'on a l'air de le voir, de le savoir. Essayons d'expliquer. Les entreprises, diront occidentales, il faut les citer. Oui. Lorsqu'elles arrivent en Afrique, c'est des entreprises qui arrivent et trouvent des dispositions parce qu'on nous a préparés à accepter tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez-vous, si moi, l'Africain, je me présente devant un agriculteur, quelqu'un d'ailleurs se présente, l'agriculteur aura tendance à avoir plus confiance à celui qui vient d'ailleurs. Oui. Vous comprenez que le complexe de l'homme blanc. Le complexe, exactement, est déjà installé dans nos subconscients. Et même nos gouvernants, il arrive des moments où les Occidentaux, les autres ont plus d'avantages sur le terrain que nous. Et tout cela ouvre un champ très vaste pour ces entreprises. Lorsqu'elles arrivent, le terrain est déjà préparé. Et il y a beaucoup plus de prédispositions à les accepter. Et ça fait en sorte que nous devenons, à la limite, je pourrais dire limité. Nous devenons un peu restreints pour la pénétration de nos propres marchés, mais il faut le dire, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se développent. Et ils ont bénéficié de l'absence de nos acteurs. Sur le terrain, ils ne trouvaient personne, bien elles ne trouvaient personne, ce ne sont pas des entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés faire du n'importe quoi. C'est pour cette raison que non seulement il y a une diplomatie, parce qu'il faut savoir que derrière la diplomatie se cachent les enjeux économiques. Oui. Il y a une grosse diplomatie qui est mise sur pied. Il y a une grosse diplomatie qui est travaillée par leurs leaders. Et lorsqu'ils arrivent, naturellement, les choses s'ouvrent. Et chez nous, nous sommes encore butés à ces genres de problèmes. Malheureusement, c'est ça. Alors, comment il faut faire aujourd'hui pour renégocier les termes de l'échange entre les acheteurs occidentaux et les producteurs africains? Comment renégocier? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu bien compte que le problème, c'est au niveau du prix. C'est-à-dire que les prix de nos matières premières sont fixés par ceux qui achètent et non par ceux qui produisent. Déjà, il faut se rendre compte qu'il y a problème. Pour renégocier, il faut déjà comprendre qu'il y a problème. Est-ce que les acteurs en place savent qu'il y a véritablement un problème? Vous êtes au courant.
Est-ce que nos dirigeants sont au courant qu'il y a véritablement problème? J'imagine que oui. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que nous avons toutes les ressources naturelles possibles, mais nos pays restent les plus pauvres sur la planète. Il y a un problème. S'il y avait un problème, ils auraient dû prendre des décisions. Oui. Ils auraient dû prendre des initiatives. Si les dirigeants sont parfois inféodés à certaines forces, il est tout à fait normal que nous nous retrouvions dans cette situation. Oui. La première chose, c'est la sensibilisation. Je l'ai toujours dit et je le redirai toujours, que dès le bas âge, dans nos systèmes éducatifs, quand l'enfant va à l'école, dès le primaire, qu'on prenne un morceau de cuivre, on vient déposer sur la table. On dit ça, c'est le cuivre. Ce cuivre est dans ton sous-sol. Il t'appartient. Fais tout, défends l'intérêt de ce cuivre. Et qu'on lui dise aussi à quoi sert le cuivre. À quoi sert le cuivre? Oui. Parce que beaucoup d'Africains n'ont jamais ne savent pas de quoi les questions. Le cuivre, ne savent pas à quoi ça sert. Exactement. Oui. Lorsqu'on lui parle de l'or, qu'ils comprennent que l'or est l'élément fondamental qui détermine les réserves d'un État. Oui. Mais si l'enfant, tout jeune n'entend pas parler, c'est tout adulte d'à 45 ans qu'il entend dans une télévision parler du cuivre. Il ne sait même pas de quoi les questions. Il ne peut pas défendre les intérêts de son pays parce qu'il ne sait pas. Lorsqu'on lui dira, par exemple, vous avez dit que l'uranium qui produit l'énergie, l'électricité en France provient du Niger. Mais j'ai été au Niger. Combien de Nigériens savent à quoi sert l'uranium, à quoi ressemble l'uranium? Que c'est eux qui éclairent la France. Et que c'est eux qui éclairent la France. Ils ne sont pas choqués de rester dans le noir, hein. Oui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation dans le bas âge. On doit introduire l'activité du négoce dans le système éducatif. Que dès le bas âge, le jeune commence à comprendre l'importance des matières premières. Je vous donne une anecdote pour que vous puissiez comprendre. Allez-y. J'étais tout récemment, je fais plusieurs îles. Oui. J'étais aux Seychelles. J'ai été marqué par une image. Les Seychelles est une archipel qui n'a pas de ressources en dehors du poisson. La principale source de revenus, c'est le tourisme. Mais figurez-vous, monsieur Jean Brunetani, que les enfants du primaire ont des séminaires chaque mois dans des hôtels. Ils vont dans des hôtels, les responsables de l'hôtel leur montrent comment recevoir les clients, comment recevoir les étrangers. Ils disent, par exemple, c'est chez eux que j'ai appris, lorsque je suivais, qu'on ne se retourne jamais devant un client. On ne se retourne jamais devant un étranger. C'est là-bas que je l'ai appris. Et vous comprenez qu'on inculque l'hospitalité aux jeunes Seychellois. Ils grandissent. Et quand vous arrivez, vous pensez que tout le monde est gentil. Tout simplement parce que dès le bas âge, on leur a montré la formation. Exactement. On leur a fait comprendre que leur principale ressource provient des touristes. Chez nous, ça devait être le cas. On devait prendre le pétrole, venir déposer sur la table, sensibiliser les jeunes Camerounais, sensibiliser les jeunes Africains sur cette matière première. Et une fois adulte, il sera en même de mieux défendre les intérêts de son Est-ce que vous essayez de prôner une forme de nationalisme économique dans les pays africains? On est plus que cela. Oui. Il faut le protectionnisme. Parce que le nationalisme, il faut le protectionnisme. Démontrons à nos jeunes ou aux citoyens l'importance qu'il y a à négocier, à protéger les ressources naturelles. Si on ne lui montre pas, c'est naturel qu'il trouve banal. Oui. Et qu'on les brade aussi. Et qu'on brade, ça ne gêne pas. Il ne se sent pas gêné. Oui. Et il ne se sent pas concerné parce qu'il ne connaît pas l'importance qu'il y a à avoir un sous-sol riche. Il ne sait même pas quoi ça sert. Par contre, dites-lui qu'il y a un match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les gars sont prêts à se déchirer pour un match de football. Mais lorsqu'on leur dit que leurs ressources sont pillées, ils sont indifférents parce qu'ils ne savent pas de quelle question. Oui. Et malheureusement, c'est où nous foutons. Et pendant ce temps, cela a un impact considérable sur nos économies. Il y a quelque temps, lorsque le prix du pétrole sur le marché mondial était haut, certaines économies africaines se portaient très bien. Et après, lorsque les prix baissent, les économies sombrent également. Donc, les économies africaines aujourd'hui sont dépendantes des plongeons des prix des matières premières sur le marché international. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de la dépendance économique des États africains uniquement à leurs ressources? La diversification de l'économie serait pas mal, non? Ou bien? C'est bien évidemment, c'est une obligation. Oui. Vous ne pouvez pas développer une économie ou bien développer un pays sur une économie de rente. C'est quasi impossible. Cela a démontré, et nous avons les exemples. Il y a beaucoup d'États rentiers en Afrique. Malheureusement, nous avons des cas.
bien visible. Je vais prendre prenons la situation, prenons bien l'État, les pays comme le Golfe, les pays du Golfe. Oui. Jusqu'avant 1974, c'était des pays qui ne valaient rien face aux pays africains. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? En plus d'avoir des ressources, vous allez prendre le cas des Émirats Arabes Unis, ils ont développé le tourisme. Oui. Ils ont fait de leur pays une zone franche où les entreprises viennent s'installer pour produire. Et quand ils produisent, le minimum de recettes qu'ils reversent développe le pays. Mais si nous ne parvenons pas à développer ce genre de choses, il est tout à fait normal que nous demeurons ce que nous sommes. Oui. On doit absolument diversifier les formes de revenus. C'est obligatoire, sans quoi on se retrouvera dans cette situation. Et je veux rajouter en disant que allez-y. Lorsque vous entendez parler de fluctuations, tous ceux qui sont derrière, ce sont des négociants. Hein? Ben oui, bien sûr. Détrompez-vous, ce sont des négociants. Toutes les crises que vous entendez à travers le monde, quand on vient de vous dire qu'il y a eu explosion, nous vivons en ce moment une crise en Ukraine. En Ukraine, oui. Derrière, ce sont des négociants. Oui. Parce que les traders. Oui. Et je vais vous dire quelque chose, c'est une exclusivité. Les plus grands bénéficiaires de cette crise, ce sont les négociants. Absolument. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Voyez-vous, pendant qu'on dit qu'il y a la crise en Ukraine, nous sommes tous concentrés, sachant que si le prix du blé augmente, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une crise là-bas. Mais le producteur de blé cherche désespérément à qui vendre parce que c'est endetté pour produire. Oui. Entre-temps, qu'est-ce que le négociant fait? Il va voir ce producteur, il dit, tu sais, comme ton pays est en guerre, donne-moi ce blé à bas prix. Oui. Il prend le prix à bas prix. Au Cameroun, en Afrique, nous savons qu'il y a la guerre en Ukraine et qu'il est difficile de faire sortir du blé. Avoir du blé, on vient nous vendre le blé 3, 4 fois, 10 fois plus cher. On prend naturellement. Oui. Et il est tout à fait normal que le négociant veulent que cette guerre dure le plus longtemps possible. Alors, c'est pour ça qu'on beaucoup estiment que les négociants, c'est des espèces d'activistes économiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui pêchent en eau trouble en réalité, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une instabilité quelque part, c'est bon pour les affaires. L'instabilité, ça peut être une guerre, ça peut être une instabilité naturelle du fait du climat par exemple, ainsi de suite. Ce sont les négociants qui en profitent. Je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Oui. Parce que nous sommes dans une économie, dans un monde capitaliste où la recherche à outrance de profit est l'activité et le sport national, ou bien le sport favori. C'est tout à fait normal. S'ils ne causent pas de crise, pour eux, si on peut dire qu'ils prient qu'il y ait des catastrophes pour qu'on ait besoin de tout le temps. C'est malheureusement comme ça que le système marche. Malheureusement, c'est comme ça. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes hors sujet. Est-ce qu'il existe à travers le monde des pays qui réussissent à imposer le prix de leurs matières premières? Oui, bien évidemment. Il n'y a que chez nous en Afrique que nous sommes devenus sujets au balbutiement. Nous sommes devenus comme des jeux de ping-pong où le marché international nous impose le prix. Nous allons prendre l'exemple des pays tels que le Vietnam. Oui. Le Vietnam, c'est un pays qui a réussi dans un bras de fer entre les Occidentaux, les négociants occidentaux, hollandais principalement, américains et français, ils ont réussi à s'imposer. Je vous donne une anecdote, un secret que les gens ne savent pas. Vous allez voir, le Vietnam produit le cacao. Le Vietnam produit beaucoup plus de café. Mais, jusqu'aux années 80, les pays africains produisaient plus de café que le Vietnam. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont en train de monter en première place. Le Vietnam. Vous allez prendre l'exemple du poivre. Au Cameroun, nous avons le poivre. On se vend partout avec le poivre blanc de Penja. On n'est pas confondre avec le poivre blanc ou le poivre de Penja. Le poivre blanc de Penja, c'est un produit homologué. Oui. C'est un produit certifié. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi à imposer le prix du café. En faisant comment? Primo, en s'associant. Ce que nous ne parvenons pas à faire. Oui. Ils se sont associés et ils ont stocké le café. Sachant que sur le marché international, les producteurs, les consommateurs en avaient désespérément besoin, les Hollandais ou bien les négociants occidentaux se disaient que en stockant le produit, ils finiront par faire ressortir et puis ça sera à vil prix. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement vietnamien a carrément subventionné les coopératives, disant aux coopératives que nous sommes avec vous.
nous ne vous lâcherons pas. Et le café est resté le plus longtemps possible dans les magasins. À un moment donné, stocké. Oui. À un moment donné, les coopératives ont commencé à brûler. C'est là où les Européens ont compris que ces gens sont sérieux. Et qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus à la table de négociation. Les Vietnamiens ont dit, voici notre prix. Vous acceptez ou pas? Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans une économie, dans un monde capitaliste. Oui. Et dans le monde capitaliste, la perte de profit est la pire des catastrophes. Derrière, c'est des grosses entreprises qui ont des actionnaires. Ces actionnaires attendent des dividendes. Qu'est-ce que vous direz? Vous direz quoi aux actionnaires que voilà, sur un marché, il y avait du cacao, nous avons refusé d'acheter au prix normal où nous pouvons revendre et bénéficier, tout simplement parce qu'on voulait asphyxier ce pays. Carrément, ça ne tiendra pas. Les Vietnamiens, ayant compris cela, ont serré et aujourd'hui, sur le marché international, le Vietnam impose son prix. Je prenais le cas de la Thaïlande avec le caoutchouc. Le caoutchouc, il y a une bourse de caoutchouc en Thaïlande. Mais la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur de caoutchouc, ne parvient pas à fixer le prix. Il y a un problème. Oui. Le Cameroun, qui est l'un des meilleurs, qui a l'un des meilleurs poivres au monde, ne parvient pas à fixer le prix. Mais le Vietnam, aujourd'hui, devient le premier pays producteur de poivre au monde. Pourquoi? Et ils imposent le prix. Parce qu'ils ont compris. Et derrière, la politique a suivi. Oui, c'est-à-dire que les États forts se sont mis en place pour soutenir quand même les agriculteurs. Parce que pris individuellement, ne demandez pas à un agriculteur camerounais qui meurt de faim de brûler son café. C'est pas possible. Il préfère le vendre à un vil prix. À vil prix. Et sauf qu'il rentre dans un cercle où il n'en sortira plus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il vend à vil prix, l'acteur en face a compris que lui, c'est un désespéré. L'année prochaine, il viendra réduire le prix. Et on se retrouve, ce qui se passe aujourd'hui, on se retrouve avec des agriculteurs qui sont à la limite des esclaves. Oui. Et je vais en venir pour que vous puissiez mieux comprendre. Ceci s'est passé au Vietnam parce qu'ils ont compris que les agriculteurs, malgré les efforts qu'ils faisaient, ne parvenaient pas à vivre décemment. Ils ont dit non, on ne peut pas continuer de la sorte. Alors, il y a eu récemment l'annonce de la création prochaine d'une bourse du cacao en Afrique. Alors, est-ce qu'une telle annonce vous enchante? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'Afrique produit l'essentiel du cacao mondial. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 60% de la production mondiale du cacao. Pourtant, les prix du cacao sont fixés à Londres et à New York. Est-ce que l'annonce de la création prochaine en Afrique d'une bourse du cacao est un début de solution à cette quasi-injustice? Faites-moi rire, monsieur Tani. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que venir dire, et vous savez, nous aimons bien cela, oui. Annoncer de la formation sur des grandes pommes, tapage par-ci. Il y a une seule question qu'il faut se poser. Alors, c'est une initiative de l'Organisation internationale du cacao. Et financée par qui? Par qui? L'Union européenne. Vous ne pouvez pas demander à l'Union européenne de venir vous donner les armes pour combattre leur économie. Ça relève d'un non-sens que je me demande comment nous réussissons à réagir, à réfléchir de la sorte. C'est une très bonne chose, la création de la bourse café-cacao, ou bien la bourse de cacao. Oui. Mais, le piège, c'est quoi? Il faut comprendre quoi? La Côte d'Ivoire étant le premier pays producteur de cacao, il y a quelques années de cela, les producteurs ivoiriens allaient vendre leur production clandestinement au Ghana. Parce que le kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire était à 900 francs. Oui. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, au Ghana, le kilogramme était à 1200 francs. Au Cameroun, c'était 1500 francs. Et pourquoi au Ghana, c'était à 1200, parfois ça montait jusqu'à 1300? Parce qu'ils avaient déjà le Cocoa Board. Au Ghana, ils avaient déjà la bourse de cacao. Et cette bourse est financée par qui? Par l'État ghanéen. Et une bourse qui a été mise sur pied par Jerry Rawlings. Les Anglais ont voulu financer. Ils ont dit non. Il a dit, laissez-nous financer notre bourse et par la suite, vous viendrez, on fera des affaires. Parce que une fois que l'Angleterre doit mettre le moins de centimes, ils vont chercher à récupérer. Exactement, chercher à exprimer et s'imposer. Ouais. Et malheureusement, on vient nous dire, la Côte d'Ivoire et le Ghana veulent mettre une bourse financée par l'Union européenne. Vous me direz, pourquoi le Ghana accède à cette exigence?
Je vais dire des choses de façon franche. C'est tout simplement parce que à la tête du Ghana, il y a quelqu'un qui est, soit, s'il n'est pas inconscient, il ne sait même pas ce qu'il fait. Vous savez, je vais m'adresser, ce que je vais dire va sans doute choquer certaines personnes, mais il faut se dire, ce sont les défenses, ce sont les intérêts de l'Afrique. Choquez-nous, choquez le monde entier. Lorsque le président actuel prend le pouvoir, il est passé avec plein de discours. Invité Macron, dit comment l'Afrique va se détacher, comment le Ghana ne veut plus les dons, partir au FMI dit qu'ils ne veulent plus les dons, partir en Suisse dit qu'ils ne vont plus produire, envoyer le cacao. Oui. Donc l'effet de masse en fait. Oui. Les effets d'annonce. Les effets d'annonce. Et lorsque ça se faisait, je l'ai toujours dit, on n'attaque pas le colon de la sorte. Ce sont des gens qui ont tous ces systèmes. Si vous voulez sortir du système, vous ne voulez plus envoyer le cacao en Suisse, vous n'avez pas besoin d'aller en Suisse leur dire qu'on ne vous enverra plus le cacao. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des mécanismes. Aujourd'hui, le SIDEC est devenu moins que rien. Oui. La monnaie ghanéenne. Ils se retrouvent obligés de brader le cacao board pour rejoindre un système qui va de plus en plus enfoncer l'Afrique de l'Ouest. Ça ne nous aidera en rien. Je dirais même à la limite à l'État camerounais de ne même pas penser parce que il y a des informations sur lesquelles l'État camerounais veut également intégrer ce groupe. Oui, il y avait un délégué du Cameroun à cette organisation internationale du cacao. Lorsqu'on a fait l'annonce de la mise en place d'une bourse du cacao en Afrique, il y avait un délégué du Cameroun qui a d'ailleurs pris la parole à cette occasion. Oui. Et malheureusement, c'est un gros piège. Oui. C'est un gros piège dans lequel il faut entrer. Derrière, je vous dirais quelque chose. Il existe la bourse du cacao, l'Organisation internationale du cacao, l'Organisation internationale du café. Oui. Ce sont des organisations qui, en réalité, avaient pour rôle de protéger les intérêts des agriculteurs. Ouais. Mais il faut se poser une question. Qui est à la tête de ces organisations? Vous ne pouvez pas, monsieur Djambounot Tani, vouloir vous opposer à une oligarchie et vous prenez l'un des membres de cette oligarchie pour mettre à la tête de l'organisation. Je me demande toujours comment nous faisons. Oui. Je me demande comment on réussit, en fait, comment nous réussissons à être aussi hors sujet. Je me demande en fait quel exploit nous faisons, quelle gymnastique, quel chemin mental nous avons pour pouvoir être à ce niveau. Oui. Malheureusement, c'est ça dans quoi nous nous trouvons. Je vous propose, Ernest Tchakounte, de prendre une petite pause et nous revenons juste derrière pour voir quel est le rôle que les négociants africains peuvent jouer. Question d'essayer d'inverser la courbe actuelle des matières premières sur le marché mondial totalement défavorable aux économies africaines. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, dans cette édition de votre émission Autant le dire avec notre invité. Il est spécialiste du négoce, Ernest Tchakounte. Il est par ailleurs le patron du groupe Alliance Golf qui gère effectivement, ou alors qui s'occupe effectivement des questions de négoce. Alors, on parlait tout à l'heure un peu de la faiblesse des États africains en matière de négoce. Les traders africains sont assez rares sur le marché. Alors, en tant que négociant, quel est le rôle que vous pouvez jouer pour mieux vendre les matières premières africaines? Monsieur Jean-Benoît Tani, je dirais que nous avons plusieurs rôles. Oui. Mais nous nous appuyons ou nous avons besoin du soutien de nos gouvernants. Parce que derrière toute activité, le développement d'un pays passe d'abord par la situation économique. Si nous n'avons pas le soutien des gouvernants, il est tout à fait normal que nous peinons à décoller. Parce que derrière, quand vous allez arriver dans n'importe quel pays, vous allez prendre l'exemple des chefs d'État
occidentaux, lorsqu'ils voyagent dans leur vol, ils ont toujours des responsables d'entreprise. Parce qu'ils savent que leur économie fonctionne ou bien l'économie marche grâce à ces entrepreneurs. Donc, comme quoi, on a besoin, primo, de nos leaders, qu'ils nous soutiennent, qu'ils comprennent que nous pouvons leur apporter des solutions. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. Chacun doit jouer son rôle. On a besoin de lobby forts. On a besoin de coups de main. On a besoin qu'ils nous écoutent. Parce que quoi? Je vous donnerai un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Allez-y. Vous arrivez sur un marché tel que celui du Cameroun. On va lancer l'État camerounais lance régulièrement les appels d'offres de pétrole. Nous avons soumissionné. Oui. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? On va demander à une entreprise d'avoir une expérience internationale. Comment pouvez-vous me demander, moi, Ernest Chakunte, ou bien du groupe Alliance Golf, entreprise camerounaise, d'avoir une expérience internationale pour livrer le café, le carburant à l'État camerounais? Lorsque vous le dites, vous nous mettez hors circuit. Vous demandez que ces entreprises occidentales puissent venir s'installer et puis ravlager ces marchés. Et malheureusement, c'est à cela que nous demandons à nos leaders, pensez à nous rendre forts. Rendez-nous forts. Donnez-nous la possibilité d'exercer. Nous avons aussi droit à l'erreur. Si vous ne nous donnez pas la possibilité d'avoir droit à l'erreur, vous demandez que les autres nous dominent éternellement. Parce que, pour que nous puissions être grands, on a besoin que vous nous souteniez. On a besoin qu'ils soient avec nous. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui malheureusement nous manque. Donc, comme quoi, derrière, qu'est-ce que nous avons fait? Pour pouvoir être donné, pour pouvoir nous en sortir, nous avons en ce moment créé une association. Oui, on parlera de cette association. Alors, il y a à l'échelle internationale aujourd'hui les 4 géants du négoce en matière de produits agricoles. C'est les Américains ADM, Bunge, Cargill et la multinationale française Louis Dreyfus qui détiennent entre 75 et 90% du commerce mondial des céréales. Alors, dans le secteur pétrolier, tous les négociants qui règnent en maître, c'est Vitol, Glencore et Trafigura. Donc, et qui gèrent pratiquement la moitié de la production pétrolière de l'OPEP. On revient, il y a également l'anglo-suisse, par exemple, qui, tenez-vous bien, c'est 55% du marché mondial du zinc, 36% du marché mondial du cuivre. Et je voudrais citer aussi le singapourien Wilmar, qui a 45% du marché mondial de l'huile de palme. Alors, on parle quand même là des super grosses entreprises multinationales, capitalistes et tout. À côté, vous êtes des nains. Nous sommes absents. Nous ne sommes même pas des nains parce que les nains, on doit le voir. Nous sommes absents. C'est clair. Les nains, nous sommes absents. Comment vous allez faire donc pour tenir face à ces géants? Quand on parle par exemple de Glencore, en ce qui concerne les produits pétroliers, c'est stratosphérique. Oui. Comment vous allez donc faire pour tenir? Est-ce que la perfusion ou alors le soutien des États seuls suffit? Comment vous faites pour tenir face à ces gens? Je vais vous donner une réponse et je vais repartir en Asie. Oui. Tout à l'heure, je vous expliquais que le Vietnam, c'est un pays qui a fait la guerre contre les États-Unis. C'est un pays qui a fait la guerre contre la France. Nous avons tous la guerre de l'Indochine. Nous avons un pays qui a été décapité. Donc, un pays fragilisé. Mais ils se sont assis à un moment donné, ils ont pris conscience que pour se développer dans ce monde, ils doivent être solidaires. Oui. Et ils ont réussi à faire face aux grosses entreprises de négoce de cacao, café, autres à travers le monde. Nous avons la même capacité. Il suffit que nos dirigeants fassent confiance. Faites-nous confiance. Parce que quoi? Dans une guerre ou bien dans ce genre de choses, il y a ce qu'on va appeler je pourrais mettre ça comment? La trajectoire stratégique. Oui. Il faut qu'on ait une trajectoire stratégique. Dans cette trajectoire stratégique, il faut d'abord comprendre comment l'autre pense. Le fait comprendre et commencer à penser comme lui. Et après le pousser à penser comme nous voulons. C'est comme ça se passe. C'est le cas où,
allons dans nos écoles. Oui. Ou bien, en fait, je vais dire, notre chemin de pensée est déterminé par l'autre. Les autres savent comment nous pensons. Parce qu'ils nous ont donné un chemin, un canevas dès le primaire. Ils nous ont dit comment penser. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont dit comment on doit penser. Comment on doit penser. Nos schèmes mentaux sont essentiellement calqués sur les leurs et tout. Exactement. Donc, il faut inverser cette on tendance. doit inverser, Oui. comprendre comment ils pensent, leur faire comprendre que nous avons... Non, en fait, commencer à penser comme, et leur pousser à penser comme nous voulons. Et quand on arrive sur le plan économique, il faut tout le temps rappeler cela. Je dis, Monsieur Jean-Benoît Tagné, si vous êtes sensibilisé, Oui. vous êtes producteur de cacao, de café, dès le bas âge, on est venu vous dire que ce cacao vous appartient, que quand les autres viennent le prendre, vous vous appauvrissez. Et on vous fait comprendre que votre frère est mieux placé parce que s'il prend, quel que soit ce qu'il prend, ou bien quel que soit le dividende, l'argent restera essentiellement chez vous. Oui, oui. Commençons d'abord par sensibiliser l'agriculteur. Vous vous rendez compte que l'argent ne suffira plus parce que la valeur sentimentale prime au-dessus de tous. Je vous donne un exemple que vous comprenez. Imaginez un instant que ce que les autres font, vous allez venir dans un village, vous êtes près de l'agriculteur. Lorsqu'il va au champ, vous êtes là. Lorsque son enfant a des problèmes, vous lui donnez un peu d'argent pour soutenir. À la fin, je voulais dire, monsieur Jean-Benoît Tagné, si il a un produit et qu'il veut revendre, il vous est redevable de quelque chose. Sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, vous le tenez. Parce que vous étiez là quand il était dans le malheur. Et il reviendra vous donner. Mais malheureusement, nous négligeons ce côté. Et les autres viennent avec beaucoup d'argent. Et sur le plan économique, nous ne pouvons pas faire le poids. Et puisqu'on ne peut pas faire le poids, maintenant, utilisons ce que nous avons le plus cher, le plan émotionnel. Alors, est-ce que la création récente de l'association des négociants africains est un début de solution à ces problèmes que vous évoquez? C'est plus qu'un début de solution parce que je dirais, j'ai été toujours surpris de comprendre que 60 ans plus tard, après les indépendances, que l'Afrique n'est pas l'association des négociants africains. Malheureusement, il a fallu bien que j'y pense et que je vous dis, je vais vous épargner certaines choses. Pour que cette association voie le jour, on a fait pratiquement 5 demandes avec des différents noms, des différents thèmes. Pour qu'une association se crée gratuitement, Oui. mais il y avait tellement de blocages. Heureusement que plus d'un an plus après, on a eu l'association. Derrière, c'est plus que le début de solution. C'est un outil très puissant parce que ça nous permettra de rassembler d'abord tous les négociants africains. Oui. Ils auront une base juridique, ils auront des banques, ils auront des avocats, ils auront des financiers ou bien des entreprises d'assurance qui seront dans l'association, qui viendront en soutien. Et derrière, nous allons faire en sorte que les producteurs soient également avec nous. Vous comprenez quoi? Oui. Contrairement à avant où chacun allait de façon individuelle, nous aurons un cadre qui viendra. Donc, pour vous, c'est clairement un outil de lobbying sur le commerce international. Bien évidemment. Oui. Bien évidemment, avoir l'association des négociants africains. Il n'y a qu'en Afrique qu'il n'y avait pas cette association. Parce que partout ailleurs dans le monde, il y a l'association des négociants de vin, l'association des négociants de céréales, de café, de raisin, je vais dire pas café, de blé, partout au monde. Au point où, c'est quoi l'OPEP? L'Organisation des pays exportateurs. Mais c'est l'association des producteurs de pétrole. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Pour vous dire que c'est l'une des solutions. Et c'est en cela que je dirais que nos gouvernants doivent nous venir en aide. Ils doivent être avec nous. Justement, est-ce que vous avez une stratégie qui vous permettra justement d'obtenir le soutien et même de montrer aux dirigeants des différents pays africains l'intérêt de cette organisation pour mieux vendre les produits ou alors les ressources, les matières premières africaines sur le marché mondial? Est-ce qu'il y a une démarche dans ce sens-là? Je vous explique. Vous savez, votre chaîne est une chaîne qui est regardée à travers le monde. Oui. Et les autres nous regardent. Je ne viendrai pas sur cette chaîne dévoiler toutes nos stratégies. Nous sommes dans une stratégie de guerre économique et où l'intelligence économique joue un grand rôle. Si je venais vous donner toutes nos stratégies sur une chaîne de télévision, c'est carrément naïf. Ils sont partout.
ils sont introduits jusqu'à la présidence. Avant que le dossier n'arrive devant qui de droit, ils auraient déjà sorti ça du système. Alors, nous avons beaucoup de stratégies multipliées. Nous avons sur le continent une institution comme l'Union africaine qui s'occupe quand même aussi, je veux le croire, des questions économiques. Est-ce qu'il y aura au moins une démarche dans ce sens-là? Parce que l'Union africaine rassemble l'essentiel ou alors tous les pays africains. Est-ce qu'il y a au moins une démarche qui peut se faire à ce niveau-là pour que les pays africains essayent d'imposer le prix de leurs matières premières sur le marché international? Je l'ai dit au début, c'est un début à voir l'association. Et bien évidemment, nous sommes dans une démarche où on travaillera avec l'Union africaine. Parce que c'est un problème continental. Vous l'avez vous-même dit, c'est un problème continental. Nous sommes faibles parce qu'il n'y a pas de poids. Oui. Pris individuellement, ces pays ne représentent rien du tout. Exactement. Oui. Nous sommes dans l'obligation. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des négociants africains. On n'a pas créé l'association des négociants camerounais. C'est dire que l'Union africaine sera impliquée. Nous avons déjà commencé les démarches dans ce cas. Pour que l'Union africaine, que tous les chefs d'État puissent comprendre quoi? La nécessité de nous soutenir pour qu'on puisse se déployer sur le plan continental. Vous êtes quand même conscient que vous attaquez à des intérêts qui sont colossaux à l'échelle internationale. J'ai l'habitude de dire que ma mission est au-dessus de ma personne. Et je connais les risques. Je sais à quoi je m'attaque. Il est vrai que si en allant dans un combat, vous estimez que votre adversaire est 1000 fois plus fort que vous, c'est dire que vous allez déjà en perdant. Nous allons dans un combat où nous avons vu des petites nations rivaliser les soi-disant grandes et prendre le dessus. Il suffit de développer des bonnes stratégies. Surtout, de montrer au concurrent ou bien celui d'en face que nous ne sommes pas là pour jouer. Croyez-moi, je sais qu'il y aura des morts d'hommes. Parce que à chaque fois où un Africain s'est levé et a voulu défendre les intérêts du continent, on sait où ça a mené. On se soutient du fameux discours de Thomas Sankara à un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine où il défendait les producteurs de coton du Burkina Faso. Oui, il était venu à cette rencontre vêtu d'une tenue qui lui avait été fabriquée par les artisans de son pays. Le Burkina, on appelle ça le Danfani. Oui. Alors, il disait justement, mettons-nous ensemble parce que si nous ne mettons pas ensemble, je ne suis pas sûr qu'on sera encore ensemble la prochaine fois. Oui. Et c'est ce que nous devons absolument faire. Ben, je sais que aujourd'hui, nos leaders ont compris. Ils ont compris que si nous voulons que nos économies puissent démarrer, il faut absolument se mettre ensemble. C'est obligatoire. On ne peut pas s'empêcher de le dire, le négoce, le business du négoce a également sa part d'ombre. On est bien d'accord, qui mêle corruption, paradis fiscaux, jonglage avec les fiscs, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une réalité. Je ne viendrai pas affirmer ça sur votre chaîne de télévision parce que vous êtes une chaîne sérieuse. Vous connaissez le scandale Glencore qui a corrompu plein de dignitaires africains dans plusieurs pays. Glencore, c'est un négociant international, c'est un trader. On connaît aussi le scandale avec Trafigura en Côte d'Ivoire qui avait déversé des produits toxiques en Côte d'Ivoire et tout. C'est pas toujours joli, hein, le monde du négoce. Monsieur Jean-Benoît Tanier, c'est un monde qui contrôle l'économie mondiale. Je veux que ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Ne m'apprêtez pas les mots, je ne dirai pas certaines choses ici, mais ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Oui. Alors, vous m'avez expliqué hors micro, avant qu'on entre dans ce studio pour cette émission, j'ai pas bien compris le rôle que pourraient jouer les diasporas africaines dans la meilleure négociation des prix des matières premières en Afrique. Si vous pouvez expliquer ça. Voyez-vous, je suis littéralement contre cette idée qui est véhiculée partout en Afrique, où on demande aux Africains de rentrer en Afrique investir. Moi, je me dis que c'est la chose la plus absurde qui puisse arriver. Vous voulez que les intelligences africaines restent en Europe, développent l'Europe? Je comprends pas. Voyez, l'Europe, ils ne peuvent pas développer l'Europe. Oui. L'Europe a été développée par les Européens. Il faut jouer au rôle d'infiltrer. Que chaque Africain en Occident soit un pion, qu'il soit un espion. Qu'il n'aille pas là-bas se filmer devant la tour Eiffel comme on a l'habitude de voir.
qu'il aille là-bas comprendre comment eux, ils ont fait, comment les Occidentaux ont fait pour se retrouver à ce niveau. Et c'est à partir de là qu'ils viendront plutôt avec la technologie, qu'ils viennent avec le savoir. Les 1000 francs que nous avons, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et j'aime souvent le dire, ça va peut-être choquer certaines personnes. Je dis, lorsque j'entends les Africains dire qu'ils rentrent en Afrique investir, je rigole. Vous rentrez investir avec combien? Ils ont combien? Ils ont fui l'Afrique, soit disant que ça n'allait pas. Ils sont allés en Occident, ils sont installés. Quelques années plus tard, ils veulent revenir où ils avaient fui, sous le prétexte qu'ils viennent développer l'Afrique. Prenons l'exemple d'un Africain qui vit, je dis n'importe quoi, disons en Allemagne. Il va toucher combien par mois? Supposons qu'il épargne 1 million de francs par mois. En un an, il a 12 millions. Monsieur Romaric, excusez-moi, monsieur Jean-Benoît Tani. En Afrique, nous le faisons par mois. C'est quelque chose qu'on le fait en un mois. Mais si quelqu'un va aller prendre un an pour épargner 12 millions, je dis ça, c'est le meilleur des cas. Nous le faisons en 2 semaines parfois. Qu'il reste là-bas. Qu'ils restent et deviennent des gros négociants forts et puissants en Europe. Lorsqu'on viendra dire que il faut soumissionner à un marché, un appel d'offres au Cameroun avec une expérience internationale, que l'association des négociants africains qui est basée au Cameroun fonctionne avec l'association des négociants, je dirais, camerounais basés ou bien africains basés en Allemagne. Oui. On se sert, on joue un joint venture et eux là-bas qui cherchent à comprendre comment les négociants européens font. Comment ils font pour être forts? Nous, sur place, nous allons défendre les intérêts du continent. Nous allons défendre, nous sommes à l'arrière-garde. Puisque, qui ne pense pas qu'ils viendront sauver l'Afrique? Non. Je prenais un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Dans toutes les diasporas, à travers le monde, la diaspora la plus grande, c'est la diaspora africaine. Mais la diaspora la plus faible, c'est la diaspora africaine. Quel paradoxe! Parce que nous avons la ghettoisation. Nous allons en Occident avec l'esprit du ghetto. On ne va pas chercher à s'imposer, on va juste chercher à survivre. Il y a des métiers qui sont spécialisés pour les Africains en Occident. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens surdiplômés qui ont des gros métiers, mais on sait que certains métiers qui sont à la limite dévalorisants sont dirigés vers les Africains. Et il y a également cette envie d'économie forte. On n'a pas l'esprit de coopération, on n'a pas l'esprit de domination. C'est pour cette raison que on a du mal à se mettre ensemble. De se mettre ensemble. C'est la raison pour laquelle même les économistes, même les politiques des pays occidentaux ne tiennent pas compte des intérêts ou bien ne tiennent pas compte des besoins de la politique de la diaspora africaine. Parce que nous sommes faibles. Ils ne pèsent pas lourd. Ils ne pèsent pas lourd. Parce que nous sommes faibles. Et une fois là-bas, au lieu de développer l'économie, on cherche plutôt à avoir des miettes envoyées en Afrique pour venir construire quelques maisons, quelques immeubles et dire qu'on développe l'Afrique. Non, on ne développe pas l'Afrique. Installez-vous, soyez forts sur place et renvoyez-nous la technologie. Toutes les diasporas ont fait de la sorte. Dans tous les pays, vous allez entendre parler de Chinatown. Dans tous les pays, vous allez entendre la communauté japonaise. Vous allez voir, tout le monde mange les sushis. Installez, mais allez en France, allez en Occident. Les restaurants ou bien les supermarchés qui vendent des produits africains sont détenus par les Vietnamiens, par les Pakistanais. Oui. Et nous sommes où? Nous sommes, si on veut nous voir, c'est lorsqu'on dira qu'il y a un concert. Un concert, non seulement ça, l'endroit où nous retrouvons le plus, où les Africains nous rassemblons le plus, c'est lorsqu'on dit qu'il y a deuil. Si on dit qu'il y a deuil, qu'on se ressemble chez tel pour cotiser, envoyer, nous sommes champions. Chacun vient de montrer qu'il est le plus généreux de la communauté. Mais lorsqu'on dit que retrouvons-nous pour créer une entité forte sur le plan économique, tout le monde disparaît. Restez là-bas. On n'en a pas besoin. Oui. Ne venez pas nous... Parce que la limite, lorsqu'ils viennent même, ils viennent, on pense qu'on a en face de nous des partenaires, mais ils ne sont ni partenaires ni concurrents. Ils sont juste à la limite des troubles faits. Oui. Est-ce que la solution finale en ce qui concerne le mal africain au sujet de ces matières premières n'est finalement pas la transformation sur place de ces matières premières? Au lieu de se casser la tête dans le trading, le négoce par-ci, par-là, transformons sur place. Donnons-nous les moyens de transformer sur place. Est-ce que ce n'est pas la solution finale et simple? Et vendre plutôt les produits finis. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Et je vais vous donner un secret pour que vous puissiez bien comprendre. Le négociant africain, ou bien le négociant, comment il s'enrichit? Je veux dire, les négociants occidentaux, comment ils s'enrichissent? Ils viennent prendre le cacao en Afrique. Ils envoient en Occident. Beaucoup pensent que lorsqu'on transforme le cacao en Occident, on nous envoie le chocolat. On ne nous envoie pas le chocolat.
On nous envoie ce qu'on appelle Garawa. C'est un produit qui ressemble au cacao. C'est un produit qui ressemble au cacao. Donc, on ne nous envoie même pas le chocolat. Prenez une barrette de chocolat, vous allez lire. C'est plein d'huile. Et les graisses. Les graisses. Oui. Ça veut dire que le bon chocolat reste chez eux et on nous envoie la mauvaise qualité. C'est pareil avec le café. Oui. C'est pareil avec le café. Le café que vous prenez, il y a une grosse marque de café. Lorsque vous prenez ce truc, vous ne buvez pas le café. Détrompez-vous. Comme quoi? Bon, c'est même des produits un peu coloniaux. Hein. Combien de personnes boivent même le café? Déjà qu'on consomme. Je viens. Les consommateurs de café ne sont pas. Ils ne sont pas nombreux. Et même les consommateurs de chocolat, l'Afrique ne représente rien là-dedans. Mais je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre. Oui. En fait, parlant de la transformation, où on avait intérêt, ou bien l'Afrique gagnera plus dans la transformation, c'est que, au lieu de produire le cacao et vendre, on devrait faire l'effort d'apprendre aux producteurs comment transformer 25% de leur production. Supposez un instant que un agriculteur a la capacité de produire, disons, 1 tonne de cacao. On montre comment transformer 250 kg. Il va vendre le kilogramme, disons qu'il vend les 750 kg à, disons, 750 000, je dis n'importe quoi, 750 000. Mais les 250 kg qu'on a pris à transformer, il peut transformer la poudre de cacao, il va faire le beurre de cacao, il va faire le chocolat pâte à tartiner, il va faire le chocolat, les barres de chocolat. Il peut aller à la limite même transformer ça en produits pharmaceutiques. Parce qu'il y a des produits tellement amers que sur les gélules, on enrobe de cacao. Il peut se spécialiser rien que dans le chocolat médical. Comprenez ce qu'il doit gagner. Et c'est ce qu'on devrait faire. Inciter les producteurs à savoir transformer une partie de leur production. Au lieu de voir ce que nous avons dit, beaucoup cherchent à détruire parce qu'ils n'ont rien compris. On leur a dit que c'est une culture coloniale. Pendant que je dis, le Vietnam, on manque la production, nous sommes en train de couper les pieds de cacao. La production et la transformation locale, surtout artisanale. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme dans le domaine du luxe. Un produit transformé sur le plan artisanal est 10 fois plus cher qu'un produit industriel. Oui. On devrait apprendre à nos producteurs comment transformer une partie de leur production. Et ça, c'est une solution. Mais c'est une solution politique. Bien évidemment. Il faut une volonté politique et derrière, il faut des agriculteurs qui comprennent. Surtout, il faut expliquer les enjeux. Nous allons sortir de cette émission. Reparlons un peu, en un mot, du négoce. Beaucoup qui regardent cette émission en Afrique se demandent comment faire pour devenir un négociant. C'est complexe, assez complexe. Vous me direz comment j'ai fait pour devenir négociant. Voyez-vous, étant dans le domaine depuis longtemps, je m'étais rendu compte que sur le marché, j'étais en face des autres. Rarement, il y avait des Africains. Et c'est la raison pour laquelle, ne voulant pas être tout le temps le seul acteur, j'ai décidé de mettre sur pied des formations. Nous avons mis sur pied des mécanismes où on formait des négociants. C'est depuis, je pense, depuis 2016, où nous formons toute une armée de négociants à travers le monde. Et cela se passe par des formations en ligne ou en présentiel. Mais je recommande les gens de venir en présentiel parce que, vous savez, tout à l'heure, dans l'une de vos questions, j'ai omis de répondre parce qu'il y a beaucoup de secrets. J'incite les gens à venir en présence parce qu'en ligne, on ne peut pas tout dire, Monsieur Jean Monotani. Je vais vous donner une anecdote pour que vous puissiez bien comprendre. Et je vais profiter pour répondre à votre question. Nous faisons des formations et on incite les gens à créer des entreprises offshore, les comptes bancaires et les sociétés offshore. Pourquoi? Dans nos pays, je voulais expliquer, nos routes sont tracées par les autres. Ils connaissent nos pays mieux que nous. Vous ne pouvez pas être sur un marché avec, je dis n'importe quelle entreprise française. Vous avez un marché à gagner, vous êtes au Cameroun et vous en sortez facilement. Ça ne sera pas évident. L'idéal serait, je dis toujours aux gens, vous créez une société et un compte bancaire offshore. Offshore, ne faut pas forcément croire que c'est pour créer une forme d'évasion fiscale. Pour dissimuler, parce que vous m'avez effrayé là. Non, ce n'est pas pour cela. C'est stratégique. C'est stratégique parce que vous êtes sur un terrain où les autres sont plus forts que vous. Comment vous faites pour le contenu? Vous créez une société là-bas. Vous faites toutes vos transactions. Parce que, laissez-moi me vous raconter une anecdote.
Je me trouve en 2009 dans une transaction où il y avait un certain montant qui devait être payé. Le vendredi soir, je me trouve enfermé en cellule. Pour rien, je sors de mon bureau, on vient, on m'arrête, on m'enferme. Parce que la transaction, le client devait faire le paiement et j'étais sur le marché d'une entreprise française. J'ai pris parce que j'avais du très bon prix. Je me retrouve enfermé le vendredi. Pendant qu'il m'appelle, on prend mon téléphone, je peux pas avoir ça, mon avocat, je n'ai rien. Le lundi, autour de 16h, on me libère. Parce qu'on avait déjà pris le temps d'expliquer au client que j'ai fui avec de l'argent, j'ai envie de fuir. C'est la raison pour laquelle mes téléphones ne passent pas. Parce que ces gens ont des entrées, même au plus haut niveau. Dans nos pays. Dans nos pays. Lorsque vous avez, je dis aux gens, lorsque vous créez une société, un compte bancaire offshore, ils ne sont au courant de rien. On fait le paiement là-bas, l'entreprise fait toute la transaction. On fait le paiement là-bas. Lorsque vous avez fini votre business, maintenant vous faites rentrer l'argent progressivement au Cameroun ou bien en Afrique. Et je rappelle que il est quasi difficile pour nous aujourd'hui de faire rentrer plus de 50 millions de francs en Afrique. Il est quasi impossible de faire rentrer 50 millions. Oui, la COBAC devient assez regardant sur les transactions financières. Il faut justifier. Oui. Et comment vous faites pour pouvoir faire rentrer, si vous avez une transaction de, je dis n'importe quoi, 50 millions de dollars, vous faites comment pour faire rentrer si 50 millions de francs CFA est quasi impossible? Vous faites comment? C'est là où nous incitons les gens à penser aux sociétés et comptes bancaires offshore. Ça, c'est l'une des stratégies que on ne vous apprenait dans aucune école de commerce. Ça fait partie des techniques que nous mettons sur pied. Très bien, sortons définitivement de cette émission. Vous avez parlé du Seychelles tout à l'heure. Vous y repartez apparemment. Ce sera pourquoi cette fois? Tel que je le dis, nous avons des formations en présentiel et en ligne et nous organisons une prochaine formation aux Seychelles du 22 au 27 février pour transmettre les secrets, partager des vraies choses. Et c'est un séminaire où les gens viennent à travers le monde parce que nous avons organisé plusieurs fois. Les gens viennent en France, États-Unis, Canada. On se retrouve là-bas. À partir de là, je transmets les secrets. Et puis, il y a des moments où je donne même des marchés parce que vous pouvez imaginer que du haut de mon expérience, des marchés, nous en avons. Il y a certains à qui nous remettons des marchés. Et on leur donne comment se positionner. On leur montre surtout comment comprendre les forces, les faiblesses des gens d'en face et connaître nos forces et nos faiblesses. Comment contourner. Et puis, il y a plein d'autres choses que nous disons là-bas. Et j'invite les uns et les autres qui ont les possibilités de nous retrouver aux Seychelles. Très bien. Alors donc, votre prochaine formation, ce sera aux Seychelles. Alors, parmi les produits, parce que ça m'intéresse, nous avons pas mal d'agriculteurs. Vous faites du trading même sur des produits comme le soja. Bien évidemment, oui, bien évidemment. Qui se vend très bien à l'international. Déjà, sur le plan local, le soja est beaucoup recherché. Je ne veux pas citer le nom d'une entreprise qui fait dans les yaourts. Allez-y, ça me nous dérange Kamley pas. Oui. achète énormément de soja. C'est dire que la production de local de soja même ne suffit pas, ou on importe soja. Autres produits? Nous avons par exemple le sésame. Que les gens négligent un peu. Que les gens négligent, voilà, qui est beaucoup recherché pour son huile. Oui. Nous avons le pistache. Les gens recherchent énormément. À l'international? À l'international, oui. Il y a de l'huile de pistache qui est recherchée. Nous avons, je dirais quoi, de façon ramassée, les arachides, par exemple. Et les graines de coton. Le coton. Parfois les graines de coton, parfois le tourteau de coton. Parce que, monsieur Jean-Bruno Tanier, si le prix comment on appelle, du tourteau de coton augmente sur le marché international, nous risquons de ne plus avoir à manger. Ce tourteau est utilisé dans l'élevage. L'élevage, oui. Si c'est augmenté d'1 centimètre, malheureusement, nous ne connaissons pas que c'est hautement recherché à travers le monde. Et ça pilule au nord, ça pourrit au nord Cameroun. Et c'est des choses dans lesquelles je demande aux uns aux autres de pouvoir s'intéresser. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cultiver du soja, du coton, du maïs, oui, le maïs déjà, même pour la bière, le sorgho. Le manioc pour l'amidon, pas pour faire les bâtons de manioc. L'amidon. Ah bon? Oui. Cultiver le manioc, pas pour le manioc, mais pour l'amidon, parce que dans l'économie actuelle, sans amidon, je parie fort qu'on ne sera pas ici. Parce que l'amidon, le sucre existe partout. La boisson, l'amidon.
Croyez-moi, l'amidon existe partout. Oui. Amidon de manioc, amidon de pommes de terre, amidon de maïs. Ernest Chakunte, merci. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Autant le dire.